Les podcasts du Figaro. Il n'y a personne qui me dit franchement la planète, je m'en fiche. Pour moi, le combat, c'est pas de remplacer tout le plastique usage unique par une autre matière, mais bien de se reposer fondamentalement la question des besoins. Ça m'a mis en confiance aussi de me dire que moi, j'avais un vrai rôle à jouer, à la fois dans la dimension d'aventure, à la fois dans la dimension d'impact. Et j'avais complètement sous-estimé le rôle d'un déchet particulier, qui était le mégot de cigarette. 40 000 mégots finissent par terre en France toutes les minutes. Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Mathieu Wiedefoot, un éco-aventurier. Bonjour Mathieu. Bonjour Aude. Mathieu, vous avez 30 ans et après un tour du monde pour lutter contre la pollution plastique, vous avez multiplié les aventures sportives. Par des récits inspirants, vous souhaitez donner l'envie d'agir pour la transition écologique. Et depuis 2017, vous avez mené plein de défis, traversé à la nage le lac Titicaca, descendu la Seine à la nage. J'ai une première question, Mathieu. Vous vous définissez comme un éco-aventurier. Qu'est-ce que c'est ? Un éco-aventurier, pour moi, c'est une personne qui va utiliser la puissance médiatique et la puissance de l'émotion que génère le sport pour parler d'écologie. Et donc, ma mission au quotidien, c'est d'essayer de rendre l'écologie inspirante en justement utilisant des vecteurs qui ne sont pas forcément utilisés aujourd'hui. Ça s'est fait très progressivement. C'est après mes études que j'ai décidé de faire un rêve que j'avais depuis gamin avec mon cousin, qui était de faire un tour du monde en vélo. Mais avant ça, finalement, il y a eu progressivement des défis qui m'ont permis de me donner confiance. Donc le tout premier, c'était de courir un 10 km, puis ensuite de faire un semi-marathon, puis ensuite de faire un marathon. Et puis à chaque fois, j'avais un peu plus de confiance en moi en me disant, tiens, j'ai envie de me lancer dans des défis. Et à côté de ça, j'avais lu en fait à 17 ans un livre qui s'appelle Passeur d'espoir, dans lequel une famille va faire un tour du monde sur l'entrepreneuriat social. Et juste là, j'ai été bluffé par la qualité et la passion des gens pour essayer de transformer positivement le monde. Et j'ai vu le nom Ashoka. Donc je connaissais pas, j'ai fait mes petites recherches et je tombe sur une communauté d'entrepreneurs sociaux dans le monde entier. Déjà, je savais même pas ce que c'était de base qu'un entrepreneuriat social. Et j'ai rejoint en fait pendant 6 mois, c'était mon stage de fin d'études chez eux, avec la mission d'aller faire une sorte de tour de France des professeurs inspirants. Et donc, j'ai pu rencontrer des gens incroyables, mais complètement cachés, dans l'ombre, dans plein de petits villages, dans des structures privées, publiques, Montessori, etc., tout type de structures, mais qui mettaient vraiment leur qualité, leurs compétences pour essayer de donner aux élèves les compétences dont ils vont avoir besoin pour transformer le monde demain. Et alors vous, votre mission, c'est l'écologie. Et vous avez, avec votre cousin, préparé ce défi un peu fou de partir autour du monde avec un but, repérer les innovations pour protéger de la pollution plastique. Exactement, on est en 2017, été 2017, au départ de ce voyage fou qu'on a préparé déjà pendant 6 mois. On a réussi à identifier 300 projets à travers le monde, à récupérer 50 000 € de financement pour faire ce projet et puis le faire rayonner surtout. Donc on part avec nos vélos, chargés avec des caméras, des micros, des drones, pour essayer de raconter à la fois notre épopée et à la fois nos rencontres. Et dans nos rencontres, il y a eu des rencontres fabuleuses. Je pense notamment à Juan Moussi, quand on arrive sur la fin au Brésil. Et Juan Moussi, c'est un révolutionnaire en fait uruguayen qui vit au Brésil avec la mission de rendre les gens libres. Et pour les rendre libres, il a créé un vélo qui est garanti à vie avec un cadre incassable fait à partir de plastique récolté dans les favelas. Et il nous raconte cette histoire absolument fabuleuse. Et nous, ce qui nous inspire, c'est que il a gardé son âme de révolutionnaire avec l'envie de rendre les gens libres, mais avec son moyen qui est le vélo. On a fait d'autres rencontres fantastiques. Je pense notamment au Rwanda, qui a été pour moi une des plus grandes surprises, qui est en fait tout simplement le pays le plus propre d'Afrique. On a été arrêté à la frontière parce qu'on avait en notre possession des sacs plastiques, parce qu'ils les récupèrent pour pas qu'ils rentrent dans le pays.
parce qu'ils se sont rendus compte bien avant nous que ça avait un impact économique important, tous les déchets plastiques, notamment que ça bouchait toutes les conduits d'eau. Et donc, ça créait des inondations qui, en fait, coûtaient très cher. Donc, ils ont bien 10 ans avant la France banni tout ce qui était sacs plastiques, touillettes, etc. Donc, c'est pas un pays qui est parfait sous tous les points de vue. Mais par contre, de ce point de vue-là, c'était une vraie source d'inspiration pour nous et aussi une vraie façon d'apprendre d'autres pays. Est-ce que vous avez repéré des choses qui sont transposables en France et qui peuvent être mises en pratique en Europe, dans notre pays ? Plein. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est parti, on a rencontré plein d'experts, une centaine d'experts. On leur a dit, mais si vous étiez à notre place, que vous aviez l'opportunité de faire un tour du monde pour rencontrer des solutions, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Et à cette réponse, ils nous ont dit, allez plutôt dans les pays dans lesquels c'est plus dur de faire des recherches Google sur ce qui se passe. Donc, allez remonter l'Afrique de l'Est, allez traverser l'Inde pour aller voir ce qui s'y passe concrètement. La première chose que j'ai envie de partager, c'est que, en fait, on est complètement déconnecté du problème. Et qu'en France, c'est pas qu'on gère mieux nos déchets ou qu'on a moins de déchets, c'est juste qu'on est meilleur à les cacher. Donc si je prends l'exemple de l'Inde, on s'est retrouvé dans une décharge qui fait l'équivalent de 300 terrains de football sur 60 mètres de haut. C'est choquant. Par contre, en fait, nous, on a la même chose en France, c'est juste qu'en fait, on va les incinérer, mais en fait, par habitant, on génère beaucoup plus de déchets. Donc ça, c'était le premier apprentissage, c'était de se dire, si on devait étaler tous nos déchets qu'on consomme tous les mois, en fait, ce serait une quantité énorme, et on est complètement déconnecté à ça, parce qu'on a un système qui est très bon pour les cacher. Donc ma première chose, c'est qu'au moins, quand ils sont visibles, on a plus envie de les réduire. Ma deuxième chose, c'est qu'il y a eu des exemples assez fantastiques, mais je dirais que le plus simple, c'est justement de réduire, en fait, drastiquement, et de se dire que si on n'a pas la filière pour les traiter, en fait, on n'est pas obligé de créer ces produits. Donc ça, c'est par exemple, effectivement, le Rwanda, qui 10 ans avant la France, a banni les déchets plastiques, une bonne partie des déchets plastiques, et qui est surtout très strict sur la façon dont c'est opéré. Ensuite, si on va du côté de l'Indonésie, on a rencontré Evoware, une initiative qui fait du packaging à partir d'algues. Et là, c'est particulièrement intéressant, déjà parce que c'est des îles, donc pour eux, c'est assez facile. Ensuite, parce que malheureusement, les chalutiers chinois, ils ont récupéré une grosse partie du poisson. Donc beaucoup des pêcheurs se retrouvent sans capacité de pêcher. Donc là, ils élèvent des algues qui captent du CO2, qu'ils en font un packaging qui est possible d'utiliser dans des supermarchés pour des savons, des sachets de thé, etc. Et donc, nous, on a, j'ai l'impression, la facilité de se dire que le plastique à usage unique, on peut le mettre partout et que parfois, on a ailleurs des solutions innovantes comme celle-là. L'emballage plastique à partir d'algues, est-ce que c'est quelque chose qui est transposable en France ? Alors, il y a une entreprise en France, Algopac, qui travaille là-dessus, notamment avec les sargasses, qui sont ces espèces envahissantes, en Bretagne notamment. Donc c'est partiellement transposable parce qu'en fait, pour moi, le combat, c'est pas de remplacer tout le plastique usage unique par une autre matière, mais bien de se reposer fondamentalement la question des besoins. Au début, on était parti un peu en croisade contre le plastique et on est rentré en se disant, en fait, on est plutôt en croisade contre l'usage unique et que, en fait, parfois, le plastique est une meilleure alternative. Mais attention, c'est pas mon but de pousser ces matériaux non plus. Donc vous partez 1 an avec votre cousin au tour du monde. Qu'est-ce que vous faites de votre voyage au retour ? Pour mes parents, je leur avais dit, le voyage pour moi, c'est mon master. C'est 2 ans, c'est 6 mois de préparation, 1 an de voyage, 6 mois de retour. Et on est parti avec cette phrase de Juan Moussi dont je parlais précédemment, qui disait « Le vrai voyage commence quand il se termine ». Et avec l'envie de se dire tout ce qu'on a rencontré, en fait, ça a été une phase d'apprentissage. Et donc maintenant, c'est notre responsabilité d'essayer de la mettre en place. Et j'ai eu la chance après d'intégrer une structure qui s'appelle Circulaire. Et au sein de Circulaire, mon rôle, c'était justement d'essayer de mettre en lien certaines des solutions que j'avais rencontrées et d'autres qui sont extraordinaires en France avec des grandes entreprises pour qu'elles puissent être déployées plus largement. Et d'un autre côté, mon cousin, il est retourné dans l'entreprise où il était avant et il est passé en gros de chef de chantier à responsable RSE. Donc, il est passé de gérer la peinture, le ciment à structurer une stratégie carbone pour essayer justement de réduire l'empreinte, notamment plastique, de la construction. Mais alors vous, une fois revenu, quand même, le virus de l'aventure vous a pas quitté.
Et donc, toujours dans cette même logique, vous avez poursuivi des aventures sportives. Notamment, il y a eu cette aventure incroyable avec Théo Curin et le lac Titicaca pour alerter aussi sur la pollution et l'écologie. C'est vrai, Aude, parce que quand on passe de 365 jours dans une tente à dormir, sans savoir ce qu'on va manger, où on va dormir, comment on va boire, à un petit studio à Paris, et c'est vrai que le changement est brutal. Et même si j'étais vraiment nourri par l'impact, il me manquait cette dimension d'aventure. On a fait plusieurs défis avant d'arriver au défi Titicaca, mais c'est vrai que quand Théo il m'a contacté en me disant « Mathieu, est-ce que tu aimerais faire le défi Titicaca ?» Ma première réaction, c'était de me dire que c'était complètement fou comme défi. Ma deuxième réaction, c'était de me dire que finalement, il fallait que je reprenne l'avion et que j'avais décidé de vraiment réduire ça. Et donc, je me suis laissé du temps pour lui répondre. Et finalement, je lui ai dit « Écoute, Théo, c'était un grand oui, parce que ce qui venait chercher en moi, c'était non seulement le nageur, donc il y avait un trio, Théo Curin, Malia Metella et moi, et le défi dans les grandes lignes. Pourquoi il me faisait un peu peur ? Parce qu'on parlait de 10 jours de nage en tractant un radeau de 400 kilos dans une eau à 12 degrés, le tout à 3800 mètres d'altitude. Donc moi, je me suis dit, mais en fait, j'ai à côté de moi 2 athlètes olympiques ou paralympiques. Et moi, à côté, en fait, j'ai fait du vélo et un peu de natation, mais je suis très, très loin d'avoir tutoyé les bassins comme ils l'ont fait. Donc ça me faisait un peu peur, mais après, ça m'a mis en confiance aussi de me dire que moi, j'avais un vrai rôle à jouer, à la fois dans la dimension d'aventure, à la fois dans la dimension d'impact. Et donc, on a échangé pendant 6 mois avec des associations locales pour comprendre, en fait, qu'est-ce qu'elle voulait mettre en place pour contribuer à notre échelle à protéger le lac. Donc, c'est comme ça qu'on a un peu structuré l'impact et préparé le défi. Et donc, vous êtes préparé quand même physiquement avant ? C'est une grosse préparation. C'est 1 an et demi de préparation, à la fois au froid. Donc, il faut savoir que, par exemple, l'hiver, la plupart du temps, vous m'auriez croisé en t-shirt sur le marché alors qu'il neige dehors, en train de me baigner dans le lac d'Annecy ou dans un petit ruisseau alors que l'eau est à 5 degrés, pour essayer d'habituer mon corps à tolérer le froid. Et ce qui a plutôt bien marché. Ensuite, il y a une adaptation à l'altitude. Donc pour l'altitude, on a fait différents tests et on a fait des stages en chambre hypoxique. Donc ça veut dire qu'on nous met à l'altitude qu'on veut, le soir, la nuit, parce que c'est la nuit qu'on s'acclimate le mieux. Et on s'est très concrètement rendu compte que plus on monte en altitude, moins le corps y récupère la nuit. Donc parfois, on avait l'enjeu de se dire, si on va faire des grosses séances la journée, en fait, on ne peut pas aller trop en altitude la nuit, parce que sinon, on ne va pas suffisamment récupérer et le lendemain, on va complètement dégrader. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que du coup, ça nous montre l'effet très concret que ça a sur le corps. Et après, il y a des efforts avec l'endurance, où là, on nageait pendant des heures en tirant un parachute dans l'eau pour simuler le bateau. Et après, on a fait différents stages pour essayer de se coordonner à 3 aussi, parce que c'est pas la même chose de faire quelque chose tout seul que d'être à 3 sur une petite embarcation flottante dans un lac immense. Vous avez ensuite poursuivi les aventures. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui vous ont particulièrement marqué ? Il y en a une ou deux qui m'ont marqué parce que j'ai fait un tour du monde du coup sur les solutions face aux déchets plastiques, mais j'avais complètement sous-estimé le rôle d'un déchet particulier qui était le mégot de cigarette. Et un jour, je suis tombé sur un graphique qui montre les premiers déchets, les déchets les plus présents sur les plages, et je suis tombé sur ce mégot et sur un chiffre, 40 000 mégots finissent par terre en France toutes les minutes. Et ça m'a choqué en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à les voir partout dans la rue et je me suis dit, mais en fait, c'est dingue, on passe à côté, on ne voit pas. Et pourtant, 50% de la solution, c'est tout simplement le jeter à la poubelle. Ce qu'on fait principalement avec les bouteilles, ce qu'on fait maintenant avec les crottes de chien, enfin tout ça, c'est venu progressivement, mais le mégot, non, c'est encore toléré. J'imagine que vous ne fumez pas vous-même. Non, mais en même temps, c'est pas contre tous les fumeurs, enfin le combat, hein, c'est vraiment contre la cigarette par terre. Et donc, on en a fait notre combat avec mes co-nageurs, on va dire. On a créé une association qui s'appelle Swim for Change et on a fait des défis. 2021, descente de la Seine à la nage pour retracer le parcours d'un mégot et record du monde de collecte de mégots. Et là, en 3 heures, c'est hallucinant, on a récolté 855 000 mégots dans Paris. On était 1000 personnes, donc 800 mégots par personne à peu près, 800-900 mégots.
Et c'est dingue, on a 2 jauges entières qui font 2 mètres de haut. Enfin bref, c'est hallucinant. Et on a refait ça en 2023. Et pourquoi ça m'a marqué ? Parce que, en fait, à la fois, ça montre que collectivement, on arrive à montrer l'impact d'une chose dont on ne se rend pas compte au quotidien. Et qu'en 2023, on a eu le youtubeur Inoxtag qui est venu avec nous, avec plein d'associations. En fait, sa vidéo, elle fait 4 millions de vues, où il ramasse des mégots. Et je trouve que là, on est vraiment dans notre rôle. C'est-à-dire que nous, on utilise des côtés inspirants, un record du monde, une traversée un peu dingue, mais pour aller toucher des publics qu'on n'aurait pas l'habitude de toucher. Et c'est ce que je trouve fort avec ce genre de défi. Donc c'est pour ça que quand on parle de projets un peu marquants, moi je trouve que là, ça a été des réussites. Parce qu'on a vraiment fait 4 fois le JT de BFM, par exemple, parce qu'on avait ce défi un peu fou. Et en fait, c'est là où on va toucher les personnes qui, pour nous, sont les plus à même de changer leur comportement. Aujourd'hui, vous continuez cette mission autour de l'écologie et vous agissez au sein d'entreprises plus particulièrement ? Exactement. En fait, aujourd'hui, j'ai toujours la même mission qui est d'essayer de rendre l'écologie inspirante, de donner envie. Et autour de ça, ça fait maintenant 6 ans que je fais des conférences. Donc, j'adore donner des conférences, raconter mon histoire. Et en même temps, ce que j'aime, c'est vraiment de créer de l'interaction avec le public. Et donc, au bout de 200 conférences, je me suis dit, je vais essayer de tester, de faire des choses un peu différentes. Des respirations, des jeux, des Pictionary géants, plein de choses différentes. Et de fil en aiguille, en testant des choses, je me suis dit, mais en fait, je vais peut-être créer un format qui serait différent pour rembarquer des gens. Et j'ai eu cette opportunité en 2022 où on m'a proposé de faire ça devant des athlètes, des étoiles du sport. Et là, je me suis dit, mais si je parle aux athlètes, si je fais une conférence classique, il faut que ce soit quelque chose où il y a un peu de compétition, un peu de dynamisme, un peu de mouvement. Et là, ils vont être à fond. Et donc, j'ai rassemblé pour imaginer ce format des game designers, des athlètes olympiques, des experts du climat, des experts en sciences comportementales. Et on a créé comme ça un jeu qui s'appelle le Climate Workout. Et maintenant, ça fait 2 ans que je travaille dessus avec un format qui dure 1h30, qui fusionne de la sensibilisation au climat et un peu un jeu type Koh-Lanta. C'est pas exactement Koh-Lanta, mais dans l'esprit, il y a des équipes, elles s'affrontent sur des sujets liés au climat. Et on a aujourd'hui une 50aine de coachs qui vont dans des entreprises, dans des structures pour essayer d'aller parler d'écologie, mais de façon inspirante et puis d'être un vrai soutien pour les équipes RSE, en gros, pour qu'elles puissent mobiliser des gens et toute personne en entreprise. Mais donc c'est un jeu qui se joue avec des coachs. Nous, on ne peut pas y jouer pendant l'été avec notre famille, nos copains. Il n'y a pas à dispo un kit pour... ça pourrait être génial. Pas encore, Aude, mais je rêverais de lancer un jeu de société. C'est vrai que c'est dans les projets. Pour l'instant, c'est vraiment animé par un coach qui a du coup un peu cette casquette d'expert et aussi qui t'emmène dans l'imaginaire. J'ai beaucoup appris en créant ce jeu. Il faut créer en fait tout un univers parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la compétition, il y en a qui n'aiment pas du tout ça, il y en a qui aiment juste l'imaginaire et se faire entraîner comme par un guide. Et donc, c'est aussi ce qu'on a essayé d'imaginer. Quelle est la cible la plus difficile à atteindre pour sensibiliser à l'écologie ? C'est pas les jeunes, c'est les gens de plus de 50 ans, c'est qu'est-ce que vous ressentez ? C'est des gens qui ne regardent pas forcément les réseaux sociaux ? En fait, ça dépend aussi de l'objectif. Il n'y a personne qui me dit, franchement, la planète, je m'en fiche. Enfin, il y en a quelques-uns, honnêtement, mais c'est une poignée de personnes et c'est aussi pas les gens qu'on va cibler. Nous, on va cibler les gens qui pensent qu'ils en ont rien à faire, mais dans le fond, en ont quelque chose à faire et qui sont un peu dans l'entre-deux. Donc, il y a en fait les gens qui sont convaincus et les pionniers, on va dire. Eux, en fait, c'est très bien, ils sont très alertes sur le sujet. Puis après, il y a toute une partie un peu au milieu qui est un peu moins mobilisée, mais qui est plus facilement mobilisable. Et après, il y a les détracteurs. Et là, en fait, on va perdre beaucoup d'énergie à essayer de convaincre les détracteurs, alors qu'en fait, on va plutôt viser cette partie du milieu. Et on dit dans le Tipping Point, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un livre de Malcolm Gladwell qui montre comment, en fait, on passe d'un déclenchement à quelque chose de viral. Donc, en fait, comment on passe de 10% à 100%, quoi. Et il dit que justement, il y a quelques conditions et qu'il faut atteindre grosso modo entre 10 et 20% d'une population critique qui sera pionnière pour créer un effet d'emballement pour tout le reste. Et nous, on se dit que si on arrive avec 10 à 15% par exemple des athlètes, de rendre l'écologie un sujet sexy,
et ben en fait les autres vont être beaucoup plus à même de se dire ouais mais en fait moi aussi je peux parler d'écologie, ça m'intéresse, comment est-ce que je fais pour en parler. Donc nous c'est cette cible qu'on va viser. On va dire que c'est pas vraiment les pionniers mais les autres. Donc autour des athlètes et des Jeux Olympiques, vous préparez des choses pour cet été ? Exactement, on a été en fait beaucoup sollicité par les Jeux parce que notre format qui fusionne sport et sensibilisation, en fait, il n'y a pas grand-chose qui existe là-dessus. Et donc, on va être présent sur le Club France, qui est un espace dans lequel vont se retrouver des médias, des athlètes. Et là, on a des animations avec des centres aérés pour animer ces climate workouts. On va aussi être sur une partie sur le Club France aussi pour parler d'une autre campagne qu'on crée, qui est les Jeux en 2048. Et donc là, en fait, on travaille avec 48 athlètes, qui sont des athlètes de très haut niveau, comme Kylian Jornet, Romain Bardet, pour imaginer les Jeux en 2048 dans un monde qui respecte les limites planétaires. Et donc, le gros intérêt de ça, c'est que... en fait, on va créer un imaginaire qui existerait pour essayer d'embarquer les athlètes dans cet imaginaire. Donc là, on a toute une journée d'activation avec des photographes, avec des illustrateurs et tout pour essayer de faire rêver à travers le sport. Comment est-ce que vous mesurez l'impact de ce que vous faites ? Ce qu'on va chercher, c'est combien de personnes est-ce qu'on a sensibilisé. Donc, par exemple, je peux vous dire que sur Marseille-Barcelone, le défi, on a touché à peu près 14 millions de personnes. Et comment on fait ce décompte ? On regarde les audiences des différents médias, combien de temps les personnes ont passé dessus. Mais en fait, ça, on va dire que c'est très quantitatif, mais c'est pas forcément qualitatif. Et c'est là où ça pêche un peu de se dire, la personne qui a vu la vidéo sur BFM, est-ce que ça lui a donné ou non envie d'arrêter de fumer ? Donc déjà, nous, c'est l'audience par rapport aux médias, donc pas les médias convaincus, mais les autres médias, type BFM, M6, France Info, etc. Et ensuite, qualitativement, on a voulu créer des tests, en fait, des questionnaires avant-après. On s'est rendu compte que sur Marseille, c'était très compliqué, mais que par contre, dans le cas du Climate Workout, c'est un des objectifs pour l'an prochain. Justement, on a identifié quelques prestataires qui peuvent nous aider avec un regard extérieur à faire des audits avant-après les ateliers. Et c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer. Et d'ailleurs, honnêtement, c'est aujourd'hui pour moi une vraie frustration de me dire que dans un Climate Workout, on va faire un atelier d'1h30 dans une entreprise. C'est peanuts par rapport à la sensibilisation. Alors, c'est bien parce que c'est un premier pas. Et en même temps, de plus en plus, je me dis que j'ai envie de créer des parcours d'engagement qui vont, en fait, sur 1 ou 2 ans, vraiment transformer la culture d'entreprise et que du coup, on ira beaucoup plus loin qu'un atelier ponctuel. Et vos prochains défis, faites-nous rêver ? Alors, nos prochains défis, le défi de cette année, c'est donc avec ma femme Chloé, on nage depuis longtemps, on fait beaucoup de défis ensemble, on a cette chance-là. Et plus on nage, plus on est confronté aux problématiques de l'eau. Donc la sécheresse, la pollution de l'eau, la mauvaise gestion de l'eau sur certains endroits, des mauvaises décisions. Et donc on s'est renseigné auprès d'hydrologues et la première axe qui nous mettra en avant, c'est l'enjeu de reconnecter les gens à l'eau. Et donc autour de ça, on s'est dit il faut qu'on fasse un défi pour reconnecter les gens à l'eau en se disant combien d'eau est-ce qu'on consomme en 24 heures. Donc à la fois, il y a ce qu'on appelle de l'eau réelle et de l'eau virtuelle. L'eau réelle, c'est l'eau du robinet, de la douche, etc. L'eau virtuelle, c'est l'eau qui se cache derrière ce qu'on mange, derrière nos habits, derrière l'électronique. Et donc pour faire ça, on a décidé en septembre de faire un défi de 24 heures de nage non-stop, où on va nous nager notre distance maximum et inviter d'autres personnes à le faire. Ça s'appelle Nage ton max. Et en parallèle, on va lancer un calculateur d'empreinte eau où en fait, on va inviter les gens à prendre 10 minutes pour remplir quelques données et savoir où est-ce qu'ils pourraient économiser le plus d'eau, par exemple en 24 heures. Donc ça, c'est en septembre. Et pour préparer ça, je pars faire une course de 500 km en vélo pour essayer de m'habituer à faire des efforts aussi longs. Donc le prochain défi de façon imminente, c'est cette course en vélo. Et ensuite, sinon, c'est en septembre, Nage ton max. On va suivre ça. Merci beaucoup, Mathieu. J'en viens à la question traditionnelle des engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Si j'étais à votre place, Aude, j'aimerais bien avoir une perspective
parallèle à la mienne sur comment on mène ces défis. Et j'inviterai ma femme Chloé Léger, tout simplement parce que pour moi, c'est une personne qui a un regard un peu différent sur les mêmes aventures et qui va toujours, en fait, au fond, chercher le pourquoi, va chercher comment est-ce qu'on va avoir un impact à travers ce défi et s'assurer qu'on ne s'emballe pas dans des défis comme ça pour l'ego, mais bien pour l'envie d'essayer à notre petite échelle, à travers ce qu'on aime faire, de changer les choses. Merci beaucoup Mathieu pour votre témoignage. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur Apple Podcasts et Spotify. À bientôt.